Je vais demander à Charles Sylvestre de bien vouloir monter sur scène. Charles Sylvestre est journaliste, c'est le vice-président des Amis de l'Humanité. Le président, lui, est dans la salle, c'est Ernest Pigneux-Ernest. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur Jean Jaurès. Charles, en quelques minutes. Merci. Jaurès. Comme vous voulez. Vous avez 5 Peut-être. minutes. C'est pas un mauvais fil à tirer, parce que je ne suis pas le seul à avoir travaillé sur Jaurès, d'accord. Enfin, c'est vrai que je me suis un peu plongé dedans, et j'ai découvert une chose, c'est que peut-être précisément pour une journée comme aujourd'hui, je pense que Jaurès est peut-être finalement le père de ce fil qui croise le mouvement ouvrier et le mouvement intellectuel. Je ne vais pas rappeler les exploits intellectuels de Jaurès. Il est en premier à l'école normale supérieure, il est agrégé de philosophie, etc. etc. Non, la marque principale, la plus intéressante pour moi, c'est qu'à la fois dans le Canard, le journal où il commence, c'est la dépêche de Toulouse, ce qui est très étonnant, c'est que pendant 6 ans, il va croiser des articles sur la politique. Le premier, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un article qui dénonce le Kaiser en Allemagne, qui a mis en prison Auguste Bebel et Wilhelm Liebknecht parce qu'ils ont protesté contre l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine. Donc Jaurès a parfaitement compris que là, du côté allemand, il y a des socialistes qui se battent pour la bonne cause. Parce que quelque part, ce ne sera pas la seule raison, mais c'est un facteur de guerre. Ça va se payer en 14-18 par un massacre. Donc, et en même temps, dans cette période-là, Jaurès, c'est très étonnant, parce qu'il va consacrer 87 articles à l'art et à la littérature. Donc, il y en a plusieurs, il y en a pas mal, magnifiques, mais il y en a un quand même qui, moi, m'a, disons, surpris, agréablement surpris, c'est tout d'un coup, le 5 décembre 1895, Jaurès parle de Rimbaud, Arthur Rimbaud, quasiment inconnu à l'époque. Donc, c'est un député ouvrier de Carmont, qui est un découvreur d'Arthur Rimbaud, il faudra attendre le début du XXe siècle, il est surréaliste, pour dire de Rimbaud ce qu'il est, c'est-à-dire le génie de la poésie, et pas seulement le génie formel d'ailleurs, hein, on a bien compris. Voilà. Donc Jaurès, c'est cette puissance-là. Et alors, pour moi, ce qui se joue aujourd'hui, je parlerai tout à l'heure un petit peu de l'humanité quand même, bien sûr, mais c'est ce fil-là qui vient de Jaurès, qui traverse le XXe siècle. Il y a un moment qui est très important, c'est le Front populaire, parce que là, miracle, là, ça se croise, entre nous soit dit, dans le Front populaire, pour ceux qui connaissent, les intellectuels et les artistes qui se qualifiaient de révolutionnaires, il y avait Prévert, Octobre et tout, ils sont avant les syndicats, dans la constitution du Front populaire. Bon, c'est intéressant ça. Mais après, évidemment, la puissance ouvrière va arriver avec la grève générale et ce qui va tout emporter. Et donc, il y a une belle leçon d'ailleurs, c'est que le Front populaire, c'est-à-dire le gouvernement Blum, qui a été constitué contre le fascisme qui menaçait, qui était aux portes même de l'Assemblée nationale, c'est aussi la grève générale. Personnellement, je l'affirme et j'y tiens, c'est que je pense qu'il n'y a pas plus grand combat contre le fascisme qu'un combat qui est à la fois politique, idéologique et social. La grève générale ouvrière de 1936, pour au moins 2 ans, 3 ans, va faire reculer en France, disons, la menace fasciste. Comme vous le savez, malheureusement, ça n'a pas été le cas en Allemagne, hein, puisque le nazisme a su récupérer une partie des ouvriers allemands et les faire servir à sa cause détestable. Voilà. Et puis, pour ne pas être trop long, il y a un autre moment dans ce fil qu'on tire, comme ça, à travers le siècle, c'est 1945. 1945, je vais vous dire, moi je suis avignonnais. Bon, j'ai découvert ce sacré festival, je devais avoir 14 ans. J'ai été émerveillé, en plus j'avais de la chance, j'avais du pot, je suis tombé sur le site avec Philippe. Bon, mais je ne savais pas qui était Philippe, simplement j'étais à la cour d'honneur. Tout d'un coup, je vois ce garçon en train de jouer le site, les Alexandrins de Corneille et tout, j'en suis resté baba. J'en suis resté baba à vie. Voilà. Donc, soit dit en passant, je pense que la façon dont les acteurs de Villars jouaient, c'est-à-dire d'une façon à la fois lyrique et héroïque, c'est une chose qui a beaucoup marqué, je pense, que les Français. Je ne dis pas qu'il faut retourner à l'Alexandrin, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que là, il s'est joué quelque chose de très important. Mais Avignon, ce n'est pas que ça. Parce qu'Avignon, quand je me suis replongé dans cette histoire d'Avignon, de Villars,
47, c'est les 70 ans cette année. Je pense qu'on va beaucoup parler à nouveau, je l'espère, à Avignon même, dans le festival, de ces 70 ans, parce que vous allez avoir droit aux images iconiques, comme on dit, c'est Philippe, etc. Mais enfin, Philippe, d'accord, c'était le héros de l'époque, c'était le grand charmeur, oui, mais ce qui s'est passé avec Villars en 47, je vous suggère vraiment de vous y intéresser, parce que c'est un homme qui est poète, qui s'appelle René Char, qui va trouver, à un moment donné, Villars. Il a vu Meurtre dans la cathédrale, une œuvre magnifique de résistance, et qui lui dit « Est-ce que vous pourriez venir le jouer dans le Palais des Papes ?» et où il y aura une exposition préparée par Christian Zervos, le marchand d'art, où il y aura Picasso, Braque, etc., etc. Voilà. Villars ne veut pas, puis il accepte. Et pourquoi il accepte? Parce que Char connaît un autre... Char, c'est le capitaine Alexandre. Hein. Bon, il connaît un autre résistant. Il se trouve, coup de chance, là encore, qu'il est maire d'Avignon. Il est maire communiste pendant 2 ans, pas plus. Au bon moment. Bon, il s'appelle Georges Pons, c'est le médecin des pauvres à Avignon. Et donc, ce médecin des pauvres, à Avignon, il n'y a rien dans les caisses. Il lui dit, il faut le faire, parce que nous avons besoin de ça, au sortir de la guerre, de la ruine. Donc, qu'est-ce qu'il fait matériellement pour encourager Villars à dire oui? Il l'envoie chez un autre résistant qui se trouve être le colonel du 7e génie. Bon, à Avignon, une grande caserne, le 7e génie. Il va voir ce colonel qui lui dit ne vous inquiétez pas, la cour d'honneur, on va vous l'équiper. C'est les sapeurs du 7e génie qui, sur ce trou qui était la cour d'honneur, ont construit la scène, ce qui a permis le démarrage. Un autre résistant arrive, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est délégué à la jeunesse et l'espoir. Il s'appelle Paul Puot. Il sera un successeur de Villars, d'ailleurs. Puot, il embarque tous ces jeunes, il rafle toutes les chaises des jardins publics d'Avignon. Et il s'installe, quoi? Les chaises pour le public. Le premier festival, qui s'appelait la Semaine d'Art, s'est joué dans un joyeux bordel. C'est tout juste, il y a eu un contrôle des entrées. Ça n'a pas dû faire beaucoup de recettes, mais c'était là, ça y est. C'était parti avec Richard II, Toby et Sarah, la terrasse de midi, donc Shakespeare, donc Claudel, bon, voilà. Donc c'est né de ça. Moi, j'ai tendance à dire, pour m'amuser un petit peu, que finalement, ce festival d'Avignon, grande institution d'aujourd'hui, qui le mérite d'ailleurs, bon, est né en fait d'un complot de la résistance. Char, Pons, le colonel du 7e génie, Puot et tout. Personnellement, je pense que les grands événements culturels sortent aussi souvent d'événements dans la société qui ne sont pas que de la culture. Parce que la résistance, c'était quand même aussi des mitraillettes. Il fallait risquer sa vie. Donc il s'est joué quelque chose là, de profond, je dirais de profondément moral. Et je pense que la culture aussi sort quelque part, le mot moral est très mal vu, je le sais, moralisme, etc. Bon, mais quand même, il est sorti quelque chose de très moral de cette histoire. Pour finir, pour ne pas vous lasser, bon, le point d'arrivée, pour moi, vous l'avez compris, quand même, c'est ce qui s'est passé donc à la fête de l'humanité 2016, en septembre. Le 15 septembre, bon, il se trouve que fin juin, exactement, je crois que c'est le 10 juin, un numéro de l'Humanité publie un grand entretien avec Régis Debray, 2 pleines pages, très bien fait, très important les journalistes. Il s'appelle Nicolas Dutemps, ce journaliste. Il a réalisé cet entretien, et cet entretien, franchement, c'est un bijou. Et tout d'un coup, je lis ça, je connaissais Régis, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, Régis craint beaucoup, disons, en gros, quoi, la suprématie de ce qu'il appelle la culture nord-américaine. Bon, en matière de mentalité, de mœurs, etc., d'image et tout. Bon, et là, tout d'un coup, dit-il, j'ai vu, dans les grèves du printemps, contre la loi travail, une singularité française, une tradition ouvrière. Et il y voit quoi? Une résistance. Résistant. Vous voyez encore ce mot qui revient comme ça et tout. Et donc, on lui dit, Régis, est-ce que tu veux rencontrer, parce qu'il parle de Philippe Martinez, de la CGT, il se trouve que dans cette même fête, Jean-Claude Mailly était là, lui, pour rencontrer Philippe Martinez au Forum social. Vous voyez qu'il se passe des choses à la fête de l'UMA. Je vous la recommande. Hein. Bon. Et donc là, il s'est passé quelque chose, c'est que, oui, effectivement, Régis Debray a eu très envie de rencontrer Martinez à la fête de l'humanité. Voilà. Donc ça s'est passé le 15 septembre. Et je pense que là, tout d'un coup, il a fallu un journal pour publier cet entretien. Dans cet entretien, il y a tout d'un coup cette chose de Régis Debray qui est inattendue. Bon, et il a fallu une grande fête populaire pour que cet entretien devienne un fait public. Voilà. Bon, voilà. Donc je vais m'arrêter là.
tout ça pour vous dire que l'Humanité, c'est pas rien. Bon, il est faible, il a moins de lecteurs. Donc certains le croient en train d'expirer. Bon, je ne suis pas de ceux-là, parce que je pense qu'un journal comme ça, qui vient de Jaurès, même s'il est en difficulté, il ne faut pas laisser faire. Voilà. Il faut se battre comme des chiens à un moment donné pour qu'encore un journal, et pas n'importe lequel, disparaisse et aille rejoindre le cimetière des journaux qui ont disparu depuis 1945. Voilà. Il se trouve que, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est inopiné ce qui s'est passé avec Régis Debray. Eh bien, l'inopiné, l'inattendu, a rencontré, si j'ai bien entendu, Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly, a rencontré quelque chose qui en fait était attendu. L'inattendu a rencontré de l'attendu. Ça m'intéresse beaucoup. Et je vais m'arrêter là-dessus, simplement pour vous dire que le 25 août 1944, von Scholtitz, le général allemand, il rend les armes à deux chefs de la résistance. Un, le général Leclerc, le général légendaire de la 2e DB, qui est entré dans Paris. Bon, et deux, à Henri Roltanguy, qui est le chef des FFI-FTP. Le même jour est publiée une ordonnance, c'est le gouvernement du général de Gaulle, où il y a des socialistes, des communistes, voilà, c'est la France du CNR. Bon. Et dans cette ordonnance, qu'est-ce qu'il est dit dans cette ordonnance? La presse n'est pas un instrument d'objet commercial, c'est un instrument de culture. Voilà. Donc, vous voyez, pour nous, pour aujourd'hui, aussi d'avoir cette idée que la presse pourrait être autre chose qu'un joujou entre les mains de milliardaires, comme ça l'est devenu aujourd'hui, et qu'à ce titre, ça vaut la peine un petit peu de se soucier du devenir de l'humanité. Voilà, donc c'est là-dessus que je voudrais finir. Bon, ce n'est pas un appel solennel, c'est simplement un petit conseil d'amis. Merci. Merci Charles Sylvestre.